Bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'avoir pu vous joindre à nous pour partager cette 14e matinale des ponts sur le sujet de la supply chain et ses enjeux pour la transformation des entreprises et des organisations. Alors, nous organisons cette matinale en format hybride avec des participants ici présents et une cinquantaine de participants à distance. Aussi, pour des raisons d'organisation et de confort de tous, j'encourage les participants à distance à réagir sur le chat avec des questions qui seront injectées directement dans le débat. Et je propose aux participants dans la salle, bien sûr de réagir si vous souhaitez, mais surtout de réserver un temps à la fin de la conférence pour pouvoir prendre le temps justement d'échanger avec les intervenants. Cette matinale va durer 1h30, elle est enregistrée. Et pour démarrer les débats, je passe la parole à Madame Sophie Mugard, directrice de l'École des Ponts Paris Tech. Merci Marie-Christine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir. Alors ici, en présentiel, on a un format mixte, comme l'a dit Marie-Christine, à la Maison des Ponts, mais également à tous nos participants à distance. Et je vous remercie de votre fidélité à ces rencontres écoles-entreprises qui reprennent donc peu à peu en présentiel et nous permettons aussi au plus grand nombre de participer à distance. Vous le savez, ces rencontres, elles sont destinées à réfléchir à un certain nombre de grands enjeux, de grands défis que nous partageons et puis, autant que possible, aider les entreprises dans le développement de leur compétitivité, dans leur capacité à innover. Et aujourd'hui, nous allons échanger autour des défis de la supply chain, ce qui concerne l'approvisionnement, la production et la distribution, qui sont évidemment au cœur de la transformation des entreprises et des organisations. On l'a vu, la crise sanitaire a mis sous les projecteurs cette question de la supply chain. On en a parlé pour les masques, on en a parlé pour les vaccins, on a vu comment c'était essentiel. On a en quelque sorte une fonction qui était dans l'ombre, qui était une fonction de soutien, qui est apparue au premier plan. Et c'est désormais un concept et une notion qu'emploient tous nos décideurs politiques. Et donc, on a vu en particulier le caractère essentiel et la vulnérabilité parfois de ces chaînes d'approvisionnement, de ces chaînes logistiques, en particulier quand elles ont une dimension internationale. Et les entreprises avaient pu peut-être avoir parfois des angles morts, ignorés ou en tout cas prendre insuffisamment conscience de cette vulnérabilité aux événements imprévus par le passé, minimiser parfois l'impact et les risques qui étaient encourus. Donc cette crise, elle réinterroge finalement des modes de gestion qui, pour certaines entreprises, reposaient sur le flux tendu, le juste à temps. Aujourd'hui, on voit que le plan de relance européen et plus récemment le plan annoncé France 2030, nous rappellent l'importance, une vraie volonté de la réindustrialisation, de la maîtrise des chaînes d'approvisionnement pour retrouver une sorte de souveraineté industrielle et conserver nos pleines capacités à innover. Alors dans ce cadre, juste un rappel, vous savez, l'École des Ponts s'est engagée et s'est emparée très tôt, puisque ça date de 1984, de ces enjeux de la supply chain, qui ne s'appelait peut-être pas comme ça à l'époque, épine dorsale de la compétitivité des entreprises et du fonctionnement de nos sociétés. Et c'est dès 1993 qu'on a créé le département génie industriel, que préside aujourd'hui Fabrice Bonneau, qui est un de nos panélistes. Et c'est un des 6 départements thématiques voie d'approfondissement de la formation d'ingénieurs de l'école. C'est un département qui intégrait d'emblée les questions de mutation des industries, recomposition des chaînes de valeur
Et puis l'émergence de nouvelles technologies. On pense évidemment au big data, on pense à l'intelligence artificielle, on pense aux questions de fabrication additive, de réalité augmentée, d'Internet des objets, qui conduisent aujourd'hui à imaginer de nouveaux modèles industriels qui permettent de répondre aux nouvelles exigences des consommateurs. Ce sont toutes ces questions de qualité, de réactivité, de personnalisation des produits, mais aussi d'impact sur l'environnement qui sont au cœur des enseignements du département. Bien sûr, au titre de notre ministère de tutelle, le ministère de la Transition écologique, l'école a naturellement voulu prendre en compte cette dimension des transformations liées à la transition écologique et à la transition numérique. Alors, vous le savez, l'école se positionne sur la formation dite tout au long de la vie et nous avons un enjeu autour de la formation continue de nos ingénieurs avec le développement des compétences des cadres qui sont en entreprise à travers des masters spécialisés. Et nous avons un master spécialisé Supply Chain Design and Management qui est co-accrédité avec l'AFTRAL, l'association de formation Apprendre et se former en transport et logistique. Et ce master s'est forgé au fil des ans une solide réputation. Il est aujourd'hui classé comme le premier, le meilleur des masters spécialisés d'écoles d'ingénieurs. C'est un master qui est très international, enseigné en anglais, et nous avons le plaisir du partenariat avec l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Sur le plan de la recherche, puisque vous savez que l'école ne peut qu'adosser son enseignement à sa recherche, parmi les 12 laboratoires de l'école qui adressent ces questions de la transition écologique et de la transition numérique, le CERMIX, qui est notre laboratoire de mathématiques appliquées, travaille notamment sur ces questions de recherche opérationnelle et d'apprentissage. Et c'est le sujet de la chaire Supply Chain, qui est aujourd'hui développée par l'école avec 4 industriels. On y reviendra tout à l'heure. Mais aujourd'hui, parmi les panélistes, Axel Parmentier travaille notamment sur la chaire Air France qu'il dirige, qui permet d'exploiter les données qui sont issues de tous les systèmes d'information pour améliorer les processus, gagner en productivité. Quand on peut, grâce à de la maintenance prédictive, réduire de 20% le temps d'immobilisation d'un avion, vous imaginez l'impact que ça peut avoir en productivité pour l'entreprise. Cette chaire Supply Chain que j'évoquais, elle a démarré en février 2019 et grâce au soutien de nos 4 partenaires industriels, le groupe Casino et sa filiale Cdiscount, Louis Vuitton, Michelin et Renault. Et je voudrais vraiment les remercier encore de leur soutien à l'école. C'est une chaire inédite pour l'école puisque nous avons 4 partenaires et ce qui a été possible, puisque vous voyez qu'ils interviennent dans des secteurs complètement différents. Il n'y a donc pas de concurrence directe, mais en même temps, il y a des expériences qui permettent de mettre en commun leurs connaissances, leurs pratiques sur les questions de la supply chain. Et je pense que c'est vraiment, enfin, ils le diront mieux que moi, une vraie richesse de la chaire. Et je voudrais, dans le panel de cette matinée, remercier Jean-François Salle pour Renault, Nissan, Mitsubishi, Anne Borde pour Louis Vuitton, Pierre-Martin Huet pour Michelin et Pierre-Yves Escarpit pour le groupe Casino et sa filiale Cdiscount. Vraiment les remercier personnellement de leur implication dans cette chaire. J'en connais la richesse. Et sous la houlette de Fabrice Bonneau, qui est à l'initiative de ce partenariat qui a permis de réunir l'ensemble de ces industriels et puis avec l'appui de Philippe Vizère, qui est le directeur scientifique. Voilà, partage des bonnes pratiques qui permet aussi, par exemple, que nos étudiants fassent un stage mixé entre 2 entreprises en apportant aussi le regard avec eux extérieur sur des pratiques, de nouveaux modèles qui démontrent l'avantage d'une telle chaire. On fait avancer les connaissances et la recherche sur le sujet. On participe à enrichir et à répondre aux besoins opérationnels des entreprises et je crois que c'est un exemple qui parle de lui-même. Et je voudrais juste terminer
en précisant que ces matinales, elles sont enregistrées, donc vous pourrez y revenir si vous le souhaitez, et elles sont accessibles pour d'autres. Elles sont complétées par l'édition d'un cahier des ponts. Alors là, j'en ai peut-être pas un à vous montrer, je ne sais pas s'il y en a un. Si. Voilà, qui est le dernier que nous avons fait sur la finance verte. Nous sollicitons les panélistes pour qu'ils puissent, au-delà de leur intervention, participer à la contribution écrite, publication trimestrielle de l'école, qui permet donc d'être l'écho des échanges et de la richesse des échanges qui auront lieu aujourd'hui. Donc encore une fois, merci encore à nos panélistes, merci à tous de vous être rendus à notre invitation, et je vais laisser la parole sans tarder aux deux animateurs de notre table ronde, Salima Adour-Runacher, qui est responsable de la chaire Supply Chain, et puis Stéphane Lemonsu, qui est notre journaliste animateur de nos matinales. Merci. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'assister et de participer à cette matinale des ponts. Le sujet, la supply chain à l'œuvre pour la transformation des entreprises est plus que jamais au cœur de l'actualité. Bonjour Salima, merci de co-modérer cette matinale avec moi. Merci, au programme dans les minutes qui viennent, un tour de table introduisant les 5 intervenants à nos côtés aujourd'hui, puis nous articulerons nos échanges autour de 3 parties. La première, la supply chain, un sujet majeur au cœur des enseignements et des réalités économiques, puis nous enchaînerons avec la deuxième partie, supply chain, quelle recherche pour quels effets, puis nous aborderons quel visage donner à la supply chain du futur, un petit écho à la chaire que vous représentez aujourd'hui, et nous terminerons cette matinée avec des interactions avec la salle. Pourquoi pas, si jamais vous avez des questions, des réactions, des partages d'expériences à nous transmettre. Salima. Merci Stéphane. Donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer donc ce tour de table avec vous, Fabrice Bonneau, et vos différentes casquettes, comme le rappelait Madame la directrice. Vous êtes effectivement président du département génie industriel de l'École des Ponts, président de la chaire Supply Chain du futur de l'École des Ponts, et par ailleurs directeur général du cabinet de conseil Argon & Co. Fabrice, dans votre introduction, pourriez-vous revenir pour nous aussi sur la définition des périmètres qui sont associés aux notions de supply chain, génie industriel, et dans un second temps, peut-être nous en dire un peu plus sur la création de cette chaire supply chain du futur. Merci Salima. Oui, effectivement, donc, le département s'appelle génie industriel. C'est un terme qui est assez peu usité dans l'industrie. En fait, c'est un terme qui est assez académique. On parle assez peu de génie industriel dans l'industrie. Donc, on parle plutôt d'opérations au sens large, pour dire la vérité, et de supply chain, qui est une grande partie des opérations. Alors, je vais pas vous faire l'insulte, et l'insulte à tous les gens qui sont dans la salle, de rappeler ce qu'est la supply chain. Quand même, c'est une petite définition que je donne à mes étudiants, parce qu'il y a quand même une confusion de temps en temps entre la supply chain au sens large et puis les transports, la logistique, qui est une partie de la supply chain. Et donc, la supply chain, quelque part, c'est faire quoi? C'est piloter une chaîne d'approvisionnement et de valeur qui est quand même très étendue, qui va des fournisseurs jusqu'aux clients, et en prenant en compte des arbitrages qui sont quand même assez complexes, parce que les industriels le savent très bien. Il faut avoir un service irréprochable, il faut réduire les stocks, parce que sinon, on a des problèmes de cash. Et évidemment, il ne faut pas que ça coûte trop cher. Ça, c'est les 3 indicateurs qu'on connaissait bien depuis longtemps, et s'en rajoute un à une vitesse importante, et tant mieux pour nous tous et tant mieux pour la planète, c'est de prendre en compte aussi les sujets environnementaux. Et c'est ces 4 critères qu'il faut prendre en compte pour gérer cette chaîne de valeur avec beaucoup d'incertitudes. Donc là, l'incertitude, si on ne savait pas ce que c'était, on a vu ce que c'était pendant 2 ans, puisqu'il y en avait un peu partout. Et donc, c'est cet exercice, la supply chain, qui est un exercice effectivement très complexe. Donc, c'est ça qu'on essaye modestement d'apprendre à nos élèves, avec des dimensions complémentaires, évidemment, de ce que font les entreprises, et puis aussi sur tous les sujets d'innovation. Voilà ce qu'est le département génie industriel aujourd'hui. Une évolution peut-être, Fabrice, de ce département, le nombre d'étudiants aujourd'hui? Alors, effectivement, j'avais cette discussion tout à l'heure. On a connu une période un peu difficile au début des années 2000,
avec un département qui était assez centré sur ce qui se passait dans l'usine. Et vous savez que les années 2000 ne sont pas les années les plus fastes pour la France en termes d'image de l'industrie. Donc, à cette époque-là, il y avait, je ne citerai pas le nombre d'étudiants, mais il n'y en avait pas trop. Et cette année, on est plus de 40. Alors, d'où vient cet engouement? Je pense que le fait que la supply chain soit au cœur du département, ça joue beaucoup, parce que la supply chain, c'est une discipline finalement qui est assez scientifique. Une des plus scientifiques, alors évidemment, il y a la R&D, mais une des plus scientifiques de l'industrie. Il y a beaucoup de sujets de modélisation, il y a beaucoup de sujets analytiques. Donc, c'est une espèce d'application de ce que voient les élèves à l'école, de ce qu'ils ont fait aussi un peu en prépa. Vous savez, beaucoup des élèves de l'école viennent de prépa, donc tous ces sujets, modélisation, maths, etc., ils se disent, on n'a pas fait tout ça pour rien quand même. Donc la supply chain a cette vertu-là. Et donc ça a toujours été un peu vrai. Et puis plus récemment, il y a eu une première vague avec l'apport de toute la technologie, on en parlera tout à l'heure. La dimension technologie, data, Internet des objets, Sophie l'a dit tout à l'heure, est devenue extrêmement présente en supply chain. Donc, tous les gens qui veulent faire de l'application de ces technologies-là, ils sont vraiment très intéressés par le département. Et puis, évidemment, depuis quelques temps, tout l'aspect environnement qui est, honnêtement, quand on parle aux élèves, leur critère numéro 1 aujourd'hui, de loin devant tout le reste. Et ils se rendent compte que dans les opérations, dans la supply chain, c'est là que sont les principaux leviers. Et oui, on a peut-être un peu bénéficié de la crise du Covid dans l'engouement du département. Ça va peut-être continuer parce qu'effectivement, comme le disait Sophie, maintenant, nos politiques parlent aussi de supply chain. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, Fabrice, sur justement les modules d'enseignement au sens premier du terme. L'école donc propose cette formation d'ingénieur sur la supply chain, de la formation continue aussi. Oui, Sophie en a parlé, avec un master qui est effectivement très successful. Et donc peut-être rapidement revenir sur la genèse de la chaire supply chain du futur. Oui, alors 2019, je pense, c'est ça? Alors, la chaire supply chain du futur, ça fait un petit moment, moi, que j'avais ça en tête parce que, effectivement, grâce au réseau que j'ai un peu dans mon autre travail qui est de faire du conseil, je savais qu'il y avait effectivement plein d'industriels et des patrons de supply chain qui avaient cette volonté d'échanger, de se rapprocher des étudiants, etc. Et le déclic est venu de Stéphanie, qui est dans la salle aujourd'hui, qui est directrice supply chain du groupe LVMH, et avec qui on a eu une première discussion et sur ce sujet. Et ça s'est ensuite enchaîné parce que effectivement, j'ai contacté Michelin, que je connaissais bien à l'époque et qui s'est montré très intéressé. Je connaissais bien Pierre-Yves Escarpit, vous l'avez cité tout à l'heure, donc ça a tout de suite intéressé Cdiscount et Casino. Et il se trouve que Renaud, Aimé Frédéric, qui est ici, et Jean-François, se posaient aussi la question de la chaire. Donc, à un moment, je me suis dit, mais ces 4 industriels, c'est quelque part, dans chacun de leurs métiers, c'est un peu l'état de l'art quand même, c'est-à-dire qu'on a autour de la table, ils ne le diront pas parce qu'ils sont très humbles, mais on a autour de la table des gens qui, dans certains domaines et dans beaucoup de domaines, sont quand même très en avance sur ces sujets, effectivement, ne sont pas concurrents, mais sont aussi complémentaires. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vont, par exemple, être très bons en logistique, d'autres dans la relation fournisseur qui sont très bons, d'autres en planning, d'autres, etc. Et donc, je pense que tout ça a fait un cocktail qui est extrêmement positif. Donc, voilà, on est rentré dans ce process et à ce moment-là, ça a intéressé tout le monde et voilà, on a réussi à lancer cette chaire dont on est évidemment très content. Super. Et nous avons effectivement 3 des 4 partenaires qui sont avec nous ce matin dans ce panel. Donc, une chaire complète, enseignement, recherche, partage. Exactement. On y reviendra, je pense, tout à l'heure. Et justement, puisqu'on parle de recherche, je vais me tourner vers vous, Axel Parmentier. Vous êtes chercheur au CERMIX, le laboratoire de recherche de l'École des Ponts, un des laboratoires de recherche de l'École des Ponts. Axel, ce que je vous demanderais, c'est peut-être de nous expliquer comment tous ces sujets de supply chain, de plus généralement des opérations, sont abordés d'un point de vue recherche au sein de l'école, avec des exemples. On a mentionné tout à l'heure effectivement la chaire Air France. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à cette matinale. Si on commence à discuter d'un point de vue recherche, et là je vais apparaître un peu plus d'un point de vue recherche mathématique, parce qu'on ne se refait pas quand on est chercheur au laboratoire de mathématiques, c'est ce qu'on est. Pourquoi un laboratoire de mathématiques a une contribution à donner à ce qui est supply chain?
La réponse est en 2 mots. D'un côté, recherche opérationnelle et de l'autre côté, apprentissage automatique, machine learning. Et pour ça, je vais vous raconter un petit peu une histoire que je connais bien, qui est celle d'Air France, et comment on est arrivé à monter sur ces sujets donc dans la chaire Air France, où on optimise leur supply chain et ce qu'on peut faire pour eux. C'est quelque chose qui est pas complètement nouveau, la recherche opérationnelle chez Air France. C'est-à-dire qu'il se pose ces problématiques de supply chain depuis la création du département, un peu dans les années 1960. Donc pourquoi un centre de R&D qui est comme la recherche opérationnelle d'Air France, qui a 60 ans, qui est leader dans son domaine, vient en 2016 se poser la question de monter avec nous la chaire recherche opérationnelle et apprentissage, qui est devenue la chaire intelligence artificielle pour l'ARL. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est donc la recherche opérationnelle, c'est optimiser l'allocation des ressources dans une entreprise, et donc c'est très important pour tout ce qui est supply chain. Quand on s'appelle Air France ou quand on est une compagnie aérienne, on a une chance, c'est qu'on est il y a un énorme process industriel qui est voilà, les avions, il va falloir faire les rotations avions, etc. Et donc, c'est peut-être ceux qui étaient le plus intégrés au départ en un seul processus, et donc peut-être qui avaient, dès il y a 60 ans, les données pour commencer à optimiser, construire les rotations de leurs avions, construire les rotations de leurs équipages. Et donc, cela fait 60 ans qu'ils travaillent dessus. Et progressivement, ils ont gagné 5%, 10%, 15%, 20%, en construisant des tournées d'avions qui permettent d'avoir, c'est peut-être l'équipement qui est le plus utilisé en temps. Un avion, ça vole la plupart de son temps aujourd'hui. Pour les rotations équipage, quand vous avez 16 000 pilotes et hôtesses de l'air à gérer que vous envoyez à l'autre bout du monde et que vous avez des nuits d'hôtel, etc., intégrer tout ça en un seul algorithme, ça prend un peu de temps. Et donc, depuis 50 ans, ils travaillent ça. Qu'est-ce qui s'est passé vers 2015-2016 qui changeait la donne? C'est que depuis quelques années, vous avez une révolution que vous vivez tous dans les entreprises, qui est la révolution des données. Et donc, la question qui se posait, c'est comment on exploite ces données pour mieux optimiser votre supply chain. Et c'est là que c'est un constat qu'on a fait avec Alexandre Boissy, qui à l'époque était directeur de la recherche opérationnelle chez Air France. C'est que quand à partir du moment où vous avez des données et que vous voulez les utiliser pour optimiser vos flux, vous avez besoin de 2 disciplines. Une discipline qui est le machine learning, les statistiques, qui vous permet de prédire ce qui va se passer. Si A s'est passé, alors B va se passer. Et une fois que vous avez ça, eh bien, vous êtes capable de mieux optimiser, c'est-à-dire dire qui va envoyer quoi où et être performant. Et donc, des exemples de ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 15 ans et ce qu'on peut faire aujourd'hui, même ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 5 ans et qu'on fait extrêmement bien aujourd'hui. Vous avez tout ce qui est maintenance prédictive, comme vous avez cité, où on enregistre en temps réel tous les capteurs de l'avion. On est capable de prédire du coup les pannes avant qu'elles se passent et donc mieux optimiser les opérations, c'est-à-dire placer des maintenances plus courtes extrêmement au bon moment pour éviter une panne tout en évitant la surmaintenance. Du point de vue d'optimiser, quand on construit les rotations, on peut aussi avoir maintenant de plus en plus de contrôle sur le retard. Alors peut-être que vos expériences hors période Covid font que vous en voyez toujours un petit peu, mais optimiser, que ce soit la SNCF ou Air France, optimiser une grosse machine comme ça, c'est compliqué. Et en termes de retard, il y a des gains de performance qui sont belles parce que grâce aux statistiques, à l'apprentissage automatique, on est capable de mieux comprendre le retard et donc on est capable de mieux optimiser les rotations. Et enfin, tous les aspects clients, c'est-à-dire côté revenu management, on est capable de mieux influencer le client, tant d'un point de vue… Alors, quel est le rapport avec la supply chain? Historiquement, c'était quelque chose qui était relativement décorrélé, dans le sens où le revenu management, c'était juste vous aviez une ressource périssable que vous vouliez exploiter. Aujourd'hui, quand vous songez à… on commence à avoir un point de vue qui est joint, où avec d'un côté les opérations, de l'autre côté l'aspect client, et à partir de si on prend des clients d'un côté, on va devoir faire les opérations qui vont derrière. Et donc, avoir une meilleure compréhension côté apprentissage automatique du comportement client et d'une capacité à l'influencer va permettre ensuite de mieux le servir avec tous les aspects opérations qu'on va pouvoir avoir côté tourné. Et du coup, Axel, c'est cette combinaison quelque part de l'optimisation et de la prédiction qui est proposée au sein de l'École des Ponts avec une spécificité, si j'ai bien compris, de combiner à la fois du machine learning et de la recherche opérationnelle. Exactement. Donc, on a fait une chaire là-dessus.
Et il n'y avait personne actuel sur le marché qui faisait ça il y a 5-6 ans. Et donc, ce qu'on s'est dit, il y a besoin d'un pipeline de recrutement pour nos entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé des parcours joints entre le master de recherche opérationnelle, qui est le master MPRO, et le master d'apprentissage automatique, qui est le MVA, avec des étudiants qui faisaient des cours des deux masters pour être capables de traiter ces problématiques. Et on y reviendra encore une fois tout à l'heure. Merci beaucoup, Axel, pour déjà ce premier aperçu qui va être largement abordé lors de nos 3 thématiques que Stéphane a présentées. Donc, pour continuer sur ce tour de table, on va passer à la partie de nos partenaires, les partenaires de la chaire. Vous avez parlé d'Air France, Axel, mais il me semble que Renault fait aussi partie de ces partenaires avec lesquels vous développez tous ces sujets de recherche. Et donc, Jean-François Salle, vous êtes Supply Chain Alliance Global VP pour le groupe Renault. Je vais vous demander de présenter rapidement peut-être votre périmètre d'activité supply chain, nous dire un peu aujourd'hui quelles sont les caractéristiques de la supply chain du groupe Renault, les défis associés, les enjeux. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Alors, en effet, la supply chain Renault, là, je vais rejoindre les propos de Fabrice, peut-être sur le périmètre supply. Ce qu'on entend par supply chain pour un groupe comme Renault, c'est à la fois les activités, bien sûr, opérationnelles autour du transport, du warehousing, du packaging, etc., toutes les activités logistiques, mais c'est également toute la partie programmation industrielle. Donc, on retrouve ou qu'on appelle SNOP, Sales and Operation Planning, et qui sont finalement des activités très importantes pour le business de l'entreprise. Et par rapport aux indicateurs que Fabrice a cités tout à l'heure sur les stocks, sur le service, sur les coûts, de plus en plus, la supply chain pour les grands groupes, et c'est vrai depuis quelque temps avec Covid, avec la crise des composants électroniques dans l'automobile, on pourra y revenir. La supply chain a un rôle vraiment central, backbone dans l'entreprise par rapport à l'optimisation du business. Et ça, c'est un élément qui est un petit peu nouveau pour un certain nombre d'entreprises européennes. Dans le monde anglo-saxon, les activités de SNOP sont très présentes depuis de nombreuses années. Et c'est là où finalement notre périmètre couvre le lien avec le commerce, avec les marques, le développement de l'activité de vente et le périmètre industriel. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir proposer à l'entreprise les leviers de décision, les éléments de décision pour optimiser le business au jour le jour dans ce cycle SNOP. Alors, une activité supply chain dans un groupe comme Renault, c'est une activité qui est assez complexe, qui couvre l'approvisionnement de pièces de 6000 fournisseurs répartis dans le monde pour alimenter une trentaine d'usines. Dans le groupe Renault, Nissan, Mitsubishi, c'est une centaine de sites. Et ensuite distribuer les véhicules sur l'ensemble des pays de vente. Ça dans une complexité de produits, de définition de produits, et vous l'avez cité également dans une logique de juste à temps. L'activité, c'est une activité qui est assez capitalistique. On engage beaucoup de moyens, beaucoup de stocks dans les flux, et donc on a une nécessité à assurer une rotation rapide de tous ces produits dans tous les flux. Et peut-être un contexte particulier actuellement aussi pour le secteur de l'automobile. Alors, effectivement, c'est un secteur qui a vécu finalement deux crises successives, même un peu plus avec la situation du fret maritime aujourd'hui et du fret en général, puisqu'il y a eu l'épisode Covid, le premier épisode Covid qui a touché tout le monde, évidemment, et en particulier l'industrie automobile avec une forte baisse des ventes en 2020. Et ensuite, un contre-coup du Covid dans l'industrie des composants électroniques qui a provoqué des shortages massifs pour l'industrie automobile. On en voit aujourd'hui les effets. Et ce sont donc des enjeux qui sont abordés dans le cadre de la chaire Supply Chain du futur, à laquelle vous faites partie. Alors évidemment, autour de la chaire, on partage beaucoup de choses, vous l'avez dit, on partage beaucoup d'informations sur des domaines d'activité assez variés, parce que finalement, une entreprise peut être plutôt leader, bench sur certaines activités, une autre sur d'autres. Et la chaire s'appuie
il y a ces échanges, mais pas seulement. Il y a tout le socle académique qui est très fort à l'école des ponts, autour de l'école, du CERMIX, comme l'a introduit Axel. Et c'est ça qui motive finalement notre participation à la chaire, c'est cette force académique, mise à disposition, enfin les étudiants qui sont toujours présents répondent toujours présents sur des projets. Les liens avec le PFL qui étendent encore ce réseau et qui nous donnent une opportunité d'aller chercher de l'innovation, d'aller chercher des propositions sur des projets, sur des stages, sur des premiers emplois. Et on y reviendra de toute façon tout à l'heure. Merci beaucoup, Jean-François. Pour terminer ou en tout cas continuer le tour de table, je me tourne vers vous, Anne Borde. Vous êtes directrice supply chain Louis Vuitton, qui est donc un des 4 partenaires de la chaire également. Je vous demanderai également de présenter peut-être votre périmètre supply chain et puis ce qui fait les spécificités de la maison Vuitton du point de vue de la supply chain. Tout à fait. Du coup, avant d'introduire peut-être mon périmètre, je vais démarrer par expliquer un petit peu les spécificités de Louis Vuitton. Il y en a 3 qui marquent fortement finalement notre supply et ses enjeux. La première spécificité, c'est que nous sommes dans un réseau de vente exclusif. Nous vendons nos produits que dans nos magasins, dans nos 465 magasins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a initié très très tôt finalement le fait d'avoir une supply chain globale et intégrée. Donc, je fais les prévisions de vente, je planifie la production, je distribue et j'en charge aussi la gestion du stock. La deuxième spécificité, pas de solde. Pas moyen d'écouler nos produits ailleurs que dans nos magasins. Donc, autant vous dire que le produire juste, le distribuer juste, c'est dans notre ADN. Et le lien est aussi très facile avec les enjeux environnementaux dont tu parlais tout à l'heure, Fabrice. Troisième point, nous sommes dans le marché du luxe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien évidemment, nos produits ont de la valeur. Ça veut dire aussi qu'on lance beaucoup de nouveaux produits. Vous voyez en période de Fashion Week, des défilés, etc. Mais ça veut dire aussi que le nombre de produits moyens vendus par SKU en magasin est très, très, très faible. Et donc là, vous comprenez, ça se corse un peu au niveau de l'équation. Et donc là, les maths, oui, on aime quand même dans le domaine du luxe, parce que ça a son intérêt. Et donc forcément, pour Louis Vuitton, qu'est-ce que ça veut dire en termes de supply? Ça veut dire qu'on s'est aussi fortement tourné vers de l'agilité. Alors l'agilité, on pense lead time. Lead time, on pense souvent lead time de transport. Surtout, ne pensez pas qu'à ça. Moi, je pense tous les jours au lead time de la data. Comment, en fait, on exploite ces data? On est une supply chain intégrée. Donc, en fait, tous les jours, j'ai accès aux chiffres de vente des magasins de la veille. C'est une chance inouïe, mais c'est aussi un nombre de data énorme à traiter. Et donc, en fait, comment ces data, je les exploite pour pouvoir transmettre un signal à la production le plus vite possible, le plus juste possible. Donc, la data, mais également dans les opérations, comment on fait pour être aussi agile, changer nos lignes de fabrication, avoir des entrepôts qui s'adaptent en fonction de la charge de l'e-commerce ou de la charge du retail, etc. Et du coup, ça fait le lien avec le dernier enjeu et la dernière transformation qu'on est en train de vivre, sur lequel le Covid a fortement accéléré ce qu'on aurait pu mettre plusieurs années à vivre, c'est la transformation omnicanal. Et le fait qu'on ne fasse plus seulement du B2B, mais aussi du B2C, et que finalement, d'une supply chain, c'est-à-dire d'un réseau qui fabrique, qui distribue, qui vend, on passe finalement à un supply network où nos magasins peuvent finalement livrer une commande pour un client digital. Le client digital, on va lui proposer le stock qu'il y a dans nos magasins. Et bien évidemment, le souhait derrière tout ça, c'est qu'il ait la même expérience client. Voilà en quelques mots, finalement. C'est très clair. Et en effet, je confirme, Anne, qu'au sein de la chaire, les apports de Louis Vuitton sur tout ce qui est expérience client, je pense, entre tous les partenaires, sont fortement appréciés et arrivent à chaque fois au bon moment. La chaire, du coup, pour vous, pourquoi ? La chaire, alors je vais essayer de ne pas répéter, mais ça va être difficile. Ça va être difficile. Déjà, un espace, je dirais, de partage et de liberté entre nous, entre nos équipes aussi, puisque finalement, là, on représente, mais il y a beaucoup de partage avec les équipes, il y a beaucoup de partage aussi avec l'école. Et c'est vrai aussi pour nous que c'est clé d'avoir, de lier des liens assez tôt avec les étudiants, de travailler avec eux sur des projets, de pouvoir après continuer le chemin lorsque une belle rencontre se fait
fait. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. Donc, on va finir le tour de table avec vous, Pierre-Martin Huette. Depuis 3 ans, vous êtes à la tête de la supply chain du groupe Michelin, avec un long parcours derrière chez Michelin, aussi bien en France qu'à l'international. Dans votre introduction, peut-être revenir sur la cartographie de la supply chain du groupe Michelin et des flux, toute cette notion de flux que vous avez à piloter et à gérer. Bien sûr. Alors, peut-être d'abord rappeler que ce long parcours, je l'ai commencé à l'École des Ponts. Et j'étais dans les années 2000 dans le département génie industriel dont parlait Fabrice, donc peut-être un peu pionnier en la matière. Parce qu'effectivement, à cette époque, le département a vécu une inflexion en passant de ce que disait Fabrice, de sujets très industriels, manufacturing, vers une optique plus supply chain. Et dans laquelle j'ai trouvé beaucoup de plaisir par la suite au sein de mon parcours. Donc peut-être rappeler les gros enjeux de la supply chain Michelin. Donc comme le disait très bien Jean-François, notre mission, c'est d'optimiser, d'orchestrer, d'exécuter des flux physiques et logiques qui, depuis la matière première jusqu'à la livraison de nos produits chez les clients, qui permettent en fait d'optimiser, de trouver les bons équilibres entre un niveau de service, des stocks, des coûts. Et vous voyez ici les enjeux associés qui sont colossaux. On parle de 2 milliards d'euros de spend logistique chez Michelin, on parle de plus de 4 milliards d'euros de stock. Et puis, hélas, encore plus d'1 million de tonnes de CO2 émises dans nos supply chains chaque année. Et donc, ces enjeux, on cherche à les aborder de manière holistique. Et j'aime bien visualiser en fait les challenges qui sont les nôtres au jour le jour via cette carte que vous pouvez voir avec votre œil de lynx qui reprend l'ensemble des flux du groupe depuis la matière jusqu'à la livraison des produits finis, où on a les traits verts, c'est les flux de matières premières, donc pour nous essentiellement notamment du caoutchouc naturel qui vient d'Asie du Sud-Est, des flux rouges qui sont des semi-finis et des flux bleus qui sont les produits finis. Et vous voyez qu'on a de quoi faire travailler les chercheurs comme Axel en termes d'optimisation, parce qu'il y en a dans tous les sens. Et de fait, c'est un sujet à la fois d'optimisation, mais un sujet structurel que l'on attaque pour essayer de réduire ce nombre de flux, parce que ce nombre de flux, c'est un frein à l'agilité, c'est un frein à la circularité de nos supply chains et c'est un frein à la durabilité de nos supply chains, parce que vous comprenez bien que tout ce transport n'est pas très vertueux pour l'environnement. Donc, des gros challenges, et peut-être pour terminer et conclure ce tour de table, ouvrir sur les 3 sujets qui me semblent essentiels et qui ont été mentionnés en partie par mes collègues sur le domaine de la supply chain, c'est l'agilité, la résilience et la durabilité. L'agilité dans un monde ultra volatile et dans lequel les attentes de nos clients qui sont forgées sur les standards de l'e-commerce deviennent de plus en plus fortes en termes de services. Une supply chain résiliente, c'est-à-dire la capacité que nous avons à continuer à piloter les opérations, à livrer nos clients même quand on a des maillons de la chaîne qui sont défaillants. Et ces temps-ci, il y en a pas mal. Alors, je suis très à l'aise parce que Jean-François m'a expliqué qu'il n'a pas arrêté d'usine à cause de Michelin. Donc bon, on n'a pas trop mal géré le truc. Donc, la résilience. Et puis, le dernier sujet qui est essentiel, non seulement pour la supply chain, mais je dirais pour notre société et celle de nos enfants, c'est la durabilité. Et là, la supply chain a un rôle essentiel à jouer sur 2 volets. Comment on construit des supply chains circulaires qui permettent d'utiliser moins de matière. Et puis, comment on arrive à aller vers des supply chains à circuit court qui utilisent moins d'énergie et qui émettent moins de CO2. Et là-dessus, donc, on travaille notamment au sein de l'association France Supply Chain, mais en écosystème et avec la chaire des ponts pour trouver des solutions communes. Merci pour l'introduction de la première partie, justement, Pierre-Martin Huette. On attaque justement cette première partie qui s'affiche à l'écran, un sujet majeur au cœur des enseignements et des réalités économiques, la supply chain. Pourquoi, justement ? En fait, quand on parle de la supply chain à l'œuvre pour la transformation des entreprises, qui est le thème de cette matinale, on parle nécessairement de capital humain,
On parle d'attractivité, on parle de rétention de talents, on parle de compétences, de formation. Donc, ma première question sur ce thème s'adresse à Fabrice pour savoir comment on prépare aujourd'hui ces futurs talents à cette évolution justement des métiers de la supply chain. Comment aussi la chaire supply chain du futur va-t-elle aider ses partenaires à mieux former et à mieux préparer les leaders de demain de ces fonctions supply chain? Alors, sur le volet, effectivement, comment on prépare nos étudiants. Donc, nos étudiants sont préparés, vous le savez, en France, c'est une de nos forces sur la dimension scientifique, mathématique. Ils arrivent dans le département donc en deuxième année pour ceux qui ont fait prépa avec un solide bagage scientifique. Donc, ça, effectivement, ça aide. Je dirais à l'inverse, ils ont quelques petits trous dans la raquette sur d'autres sujets. Donc, en particulier, ils sont pas trop habitués aux problèmes pas très bien posés, les données qui sont pas toujours là, etc. Donc, et ça, c'est comme le monde industriel et c'est tout à fait normal. Donc, il y a un premier volet qui est très important dans le département, c'est qu'on les confronte tout de suite dès les premières semaines et les premiers mois à des vrais projets industriels. Et là, la chaire a un rôle important puisque nos 4 industriels sont pourvoyeurs de vrais sujets. Et ce n'est pas des sujets qu'on pose là pour jouer, hein, c'est des sujets qui intéressent et qui intéressent nos partenaires et dont ils veulent tirer de la valeur. Donc, ils y travaillent pendant 6 mois par groupe. Ils reviennent souvent au bout de quelques semaines en disant c'est bizarre, finalement le sujet c'était comme ça, mais au fond ils veulent autre chose. Puis il y a des données qui sont pas là. Je dis oui, ça c'est la vraie vie, hein. C'est pas un truc avec petit a, petit b, petit c. Donc, l'air de rien, ce sujet, on part un tout petit peu de loin avec nos étudiants, mais bon, ils ont une grande faculté d'adaptation. Donc je pense que vous vous en plaignez pas trop. Et là, on fait des beaux sujets, hein. Alors des sujets autour de ce qu'on vient de dire. Il y a des étudiants qui ont calculé des impacts CO2 sur des produits dans le groupe Casino. Il y a des sujets autour de l'économie circulaire, sur les emballages qu'on a fait chez Renault. Il y a des sujets beaucoup autour effectivement de l'omnicanal, où il y a un sujet autour de la prévision des lancements en ce moment chez Vuitton. Voilà, il y a tout un tas de sujets très concrets. Et dans lequel ils appliquent ce qu'ils connaissent, la modélisation, ils réfléchissent, etc. Donc ça, c'est quand même le point le cœur le plus important. Et des sujets on va le voir tout à l'heure avec les partenaires, qui sont des vrais sujets aussi pour les partenaires. Bien sûr, c'est avec une forte attente, un fort niveau d'exigence. Et je pense que vous êtes en fait rarement déçus. On se dit, ces jeunes-là, ils ne connaissent pas encore grand-chose à part les maths et la physique et la mécanique. Mais ils ont quand même déjà une très bonne faculté d'adaptation et puis ils sont surtout intéressés. Alors, oui, pardon. Ouais. Non, vas-y. Et puis, évidemment, il y a tous les fondamentaux de la supply chain. Donc, vous imaginez qu'on les forme à tout ce qui est sujet planification, achat, etc. Modélisation, etc. effectivement. Voilà. Et peut-être, et là, c'est plutôt vers vous, Axel, que je m'oriente, l'évolution, quelque part, au sein de l'École des Ponts, il y a une 3e année qui a été créée. Oui, donc il y a une 3e année qui a été créée dans le département de Fabrice, entre le département GI et le département donc génie industriel, et le département mathématiques, ingénierie mathématique et application. Donc, 2 départements ensemble qui se mettent sur une 3e année commune. Exactement, avec une idée qu'en 2021 et pour la suite, finalement, il y a besoin de 2 choses. Il y a besoin d'être capable d'interagir avec l'entreprise, donc tout ce qu'on fait de manière classique dans le département génie industriel, et le besoin de mathématiques monte dans ces domaines-là, notamment du fait des données. Et donc, c'est sur ce sur quoi on insiste énormément. Et une dernière chose sur laquelle je voulais rebondir par rapport à ce que disait Fabrice, c'est, oui, en prépa et en France de manière classique, en mathématiques, ce à quoi on est habitué, en tout cas ce à quoi les étudiants sont habitués, c'est qu'ils ont un problème bien posé, il faut le résoudre. Nous, ce sur quoi on insiste le plus dans nos cours côté recherche opérationnelle et dans ces départements-là, c'est comment poser le problème. Et ils n'y arrivent pas trop mal maintenant, mais c'est parce que finalement c'est assez difficile et ça demande un peu plus de background que de suivre les équations une fois qu'elles ont été posées. Et la 3e année, je reviens là-dessus, elle s'appelle Data Science pour l'industrie. C'est ça, hein, donc 3e année qui combine de la data pour les 2 départements. Exactement. Comment se traduisent les spécificités, les évolutions de vos supply chains respectives d'un point de vue capital humain, puisqu'on évoquait ça, quel talent, quel type de profil vous cherchez? Bon, alors, effectivement, on cherche de plus en plus pour le cadre Renault, de plus en plus de profils
autour de la data, la capacité à manager les data, parce que c'est là où il y a une grosse partie de la valeur qui n'est pas exploitée par les entreprises. Je voudrais juste revenir sur la chaire et l'intérêt qu'on y trouve. Effectivement, on trouve un intérêt sur des projets, sur des choses comme ça. Et comme le disait Fabrice, c'est pas pour rigoler. C'est à la fin, il y a des résultats. Et on a fait des sujets sur l'optimisation du remplissage de nos transports. C'est des millions d'euros à chaque fois qui sont en jeu. Donc, c'est des sujets qui sont importants, qui ont une orientation business. Au-delà de ça, ce qui me paraît important, c'est qu'on contribue au travers de la chaire, nous en tant qu'industriels, à former des jeunes sur les sujets et les métiers de la supply chain qui sont des métiers clés pour les entreprises et j'allais dire aussi pour le pays. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas se dire la supply, c'est un sujet stratégique qui est important pour la performance, la productivité, la souveraineté, et ne pas avoir les ressources formées pour adresser ces sujets. Donc, il y a une véritable responsabilité des groupes, des écoles, pour développer ces formations et les développer à bon niveau avec les contingents de personnes nécessaires pour les années à venir. Et l'expérience de la chaire et les formations des ponts sont très bien, et peut-être pas suffisantes par rapport aux enjeux de demain pour les différentes entreprises. On a quand même des difficultés à recruter des gens formés sur les métiers de la supply dans les différentes entreprises. Je ne parle pas que pour Renault. On voit le niveau d'attractivité et le fait que ces métiers sont très bankable partout dans l'industrie, dans les services. Donc, il y a un véritable enjeu autour de formation et de formation d'excellence sur les métiers de la supply. Donc, la chaire en fait partie, encore une fois avec un socle académique qui est très fort, et nous, on a pu le constater dans les différents projets qu'on a pu soumettre, et c'est aussi pour ça qu'on continue, on souhaite développer. On a signé un partenariat avec le CERMIX pour aller plus loin dans les sujets de recherche opérationnelle, parce que c'est là qu'il y a vraiment de la valeur. On ne pourra pas, dans l'industrie ou dans les services, le retail, la distribution, développer de la productivité si on n'accroît pas le niveau d'intelligence des processus et des systèmes que l'on développe. Et c'est là où on a un avantage compétitif. Si on veut réindustrialiser, si on veut réintégrer de la valeur dans l'industrie, il faut qu'on amène cet avantage compétitif autour de la capacité à gérer la donnée, la capacité à faire de l'optimisation dans tous nos processus, dans nos remplissages. C'est un enjeu pour la productivité, pour le CO2, etc. Anne, les défis sociétaux, technologiques, économiques, environnementaux que recouvre la fonction supply chain, c'est aussi des enjeux qui permettent d'attirer des talents, des nouveaux collaborateurs pour préparer demain. Je pense que c'est clair que maintenant, tous les candidats qu'on rencontre, c'est au cœur en fait de leurs préoccupations. C'est même pour moi un sujet en fait de ne pas postuler à une entreprise si ces sujets-là ne sont pas adressés. Donc oui, dans l'attractivité, c'est clair. Je pense que ce qui est important aussi pour rejoindre sur ce que tu disais, c'est leur montrer aussi comment ils peuvent être acteurs de ces changements et que du coup, les métiers de supply sont au cœur de ces transformations. Et donc ça, du coup, c'est clé. C'est nouveau, ça, c'est une tendance quand même qui date maintenant depuis quelques années, je dirais 4-5 ans, où les étudiants se préoccupent de ça, les étudiants qui sont maintenant nos collaborateurs et qui du coup, en fait, sont les premiers moteurs de plans d'action et de demande de résultats là-dessus. Et après, je me permets juste de compléter aussi par rapport au précédent. On cherche effectivement des ingénieurs qui sachent traiter de la data. On cherche aussi, je pense, des personnes qui soient capables de la transcrire, de la communiquer de manière très simple, parce qu'il n'y a rien de pire que de paraître justement comme l'ingénieur derrière son ordi, en fait, et qui est là à se faire plaisir à résoudre une équation. Donc oui. Comment on vulgarise, comment on est proche du business, comment en fait je sais m'adresser à un merchandiser, à un retailer et du coup en fait me mettre à sa place pour aller transmettre le juste niveau d'info dont il a besoin finalement. Voilà, donc ça c'est clé aussi et ce travail en équipe, je pense que c'est ce qui est développé aussi à travers les projets qu'on fait avec les étudiants. C'est non seulement participer à leur formation académique, j'ai envie de dire, mais aussi à travailler en équipe, aller chercher de l'info. Voilà. Communiquer, parce que effectivement, je ne l'ai pas dit, sur les projets Mélusine, on a une dimension, les projets, et pas que d'ailleurs, on a une dimension communication assez forte.
C'est pareil, quand on compare aux anglo-saxons, nos étudiants, quand ils arrivent, ne sont pas les meilleurs communicants du monde, encore qu'eux, ils sont bien meilleurs qu'à mon époque, où moi, franchement, c'était totalement catastrophique. Eux, ils sont quand même bien meilleurs, mais on les expose à ça. C'est-à-dire, on va même les filmer, pendant qu'ils présentent les projets Mélusine, parce que souvent, ils ont un peu de mal à extraire ce qu'il faut à communiquer et tout ça. Donc, ce point-là, il est extrêmement important. Et la supply chain, c'est une discipline complexe. Il faut savoir l'expliquer simplement et ce n'est pas une mince affaire. Pierre-Martin Huette, justement, avec l'apparition de la crise sanitaire, est-ce que la supply chain est revenue un petit peu sur le devant de la scène? Est-ce que ça fait sens justement pour les jeunes générations, pour les entreprises? Est-ce que le pont finalement entre les futurs talents, les nouveaux talents et vos problématiques a été vraiment mise en avant? Alors, je pense qu'il faut toujours voir le côté positif dans les drames qu'on peut traverser. Et c'est vrai que quelque part, cette crise est une opportunité pour le métier supply chain parce que, il y a quelques années, nos enfants disaient « mais je ne comprends pas bien ce que fait papa, maman, supply chain, tout ça ». Bon, maintenant, on parle de supply chain tous les jours dans les journaux. Il y a le président Biden qui a fait un discours de 20 minutes sur la supply chain. De pédagogie de la supply chain. Stéphanie, au café, nous montrait que la Maison-Blanche a mis en place une scorecard supply chain. Donc, il y a un niveau de visibilité sur nos métiers qui est exceptionnel dans cette crise que nous traversons. Et même au sein de nos entreprises, finalement, la fonction supply chain devient de premier plan. Aujourd'hui, le patron de Michelin est impliqué directement dans des orientations, dans des arbitrages de la supply chain. J'anime tous les mois et toutes les semaines pendant les périodes de crise le SNOP dont parlait Jean-François avec l'ensemble des membres du comité exécutif de Michelin. Le sujet supply chain est un sujet de l'entreprise et qui est essentiel avec des enjeux énormes. Je ne sais pas si vous avez vu les résultats d'Apple du Q3, Apple dit nous avons perdu 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires à cause de la supply chain. Bon, 6 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires de Michelin en un trimestre. Donc, c'est quand même, il y a des enjeux colossaux. Et pour nos métiers, je pense que c'est vraiment une chance, parce qu'on se rend compte que c'est des fonctions qui ont un rôle et un impact sur les résultats et la performance de l'entreprise qui est d'ordre 1. Alors, ça nous amène à notre deuxième partie, notre deuxième sujet. Quelle recherche pour quels effets? Alors, en effet, on l'a vu, on l'entend de plus en plus, il y a une place essentielle pour la supply chain dans toutes les stratégies industrielles post-Covid, dans les différents plans de relance, celui de France 2030 qui a été récemment communiqué, et à chaque fois avec un enjeu majeur autour de l'innovation. Et donc, ma première question de nouveau vers toi, Fabrice, pour nous expliquer peut-être comment l'école des ponts, notamment au travers de la chaire Supply Chain du futur, fait pour justement collaborer, travailler avec ses partenaires, ses entreprises, pour apporter de la valeur sur ces aspects d'innovation et donc de recherche. D'ailleurs, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles on a convaincu les industriels de venir à l'école, c'est qu'on leur propose une recherche qui est quand même très appliquée. Et les sujets dont parlait Axel tout à l'heure, la recherche opérationnelle, le machine learning, c'est des choses qui sont très appliquées. Donc, effectivement, la recherche, c'est évidemment mettre en œuvre des moyens mathématiques, mais ce n'est pas faire des maths hors sol qui n'ont pas d'application dans l'industrie. Donc, ce qu'on fait concrètement dans le cadre de la recherche, c'est qu'on fait des travaux de recherche qui sont des travaux faits par des post-docs, donc des gens qui ont déjà fait leur thèse, etc., et qui on donne des sujets. Pour être extrêmement concret, je vais vous donner le sujet qu'on est en train de lancer. Le deuxième sujet. Le premier, c'était sur les prévisions de vente, qui mettait beaucoup en œuvre le machine learning. Le deuxième, il va vous parler beaucoup, je pense, puisqu'il y a un sujet, alors ce n'est pas la relocalisation, mais c'est d'essayer de modéliser dans les supply chains et d'optimiser en fonction de choix stratégiques qu'on fait. Par exemple, où on va chercher nos fournisseurs, où c'est qu'on met des usines, où c'est qu'on met nos entrepôts, et de faire en sorte que tout ça soit optimisé en prenant en compte l'ensemble des critères. Et donc, pas simplement les critères de coût et les critères de stock, mais aussi les critères environnementaux. Donc, comment faire en sorte que, par exemple, on va décider que certaines familles de pneus vont être produits à cet endroit ou à l'autre, ou qu'on va faire une usine à cet endroit ou à un autre, en optimisant globalement tout ça.
Et c'est vraiment très scientifique parce qu'il y a déjà un premier sujet de modélisation. Comment on compte tout ça? Comment on le calcule? C'est quoi l'impact CO2 d'un schéma logistique ou d'un schéma industriel? C'est quoi son coût? C'est quoi son impact sur les stocks? C'est déjà un problème en soi. Et ensuite, il faut optimiser. Et là, vous comprenez bien que optimiser quelque chose où il y a à la fois du stock, du CO2 et du coût, c'est des choux et des carottes quand même. C'est-à-dire que mettre des euros là-dessus, on sait que sur chacun des critères, c'est effectivement très complexe. Et on rajoute là-dessus de l'incertitude parce qu'on ne sait pas ce que va être la demande. Dans certains endroits, les fournisseurs, il va y avoir plus d'aléas que d'autres. Et donc, c'est le cas d'école de la recherche opérationnelle, de l'incertitude, etc. Et c'est vraiment les sujets du moment, c'est-à-dire comment on reconstruit nos supply chains et on dit nos footprints industriels ou logistiques en prenant en compte tout ça. C'est pas une mince affaire et c'est vraiment des maths et de la recherche. Et donc, ce sujet de postdoc, c'est 18 mois à peu près. Oui, c'est ça, exactement. Autant dire que donc, si on est au cœur de l'actualité, on attend avec beaucoup d'impatience les résultats et les publications de ce postdoc. Et Axel, peut-être rebondir là-dessus, sur cet aspect justement d'innovation et de recherche, la collaboration avec les entreprises. C'est du long terme, ça ne se fait pas tout de suite, on n'a pas un algorithme tout de suite, c'est du long terme. Et aussi peut-être revenir sur cette problématique de management et de sensibilisation à l'innovation au sein des grands groupes sur cette notion de recherche. Alors, il y a une chose qui est relativement difficile pour les entreprises et c'est finalement la gestion dans le temps long de la connaissance et de la connaissance technique. Et donc, c'est là-dessus qu'on peut vous aider. Mais alors, ce n'est pas comme ça qu'on commence, en fait. La façon dont on commence, je pense que le meilleur moyen de commencer à travailler pour l'innovation, c'est sur une problématique qui est un peu market pool. Dans le sens, vous avez une problématique difficile chez vous, identifiée, sur laquelle il y a un verrou scientifique, et commencer avec un stage, une thèse, pour se casser les dents à modéliser ce problème-là. Et puis, progressivement, une fois qu'on l'a modélisé, réussir à faire des algorithmes, que ça fonctionne, etc. Et encore faut-il qu'à l'intérieur de l'entreprise, il y ait des personnes qui pensent utiliser la recherche. Exactement. Et donc, c'est pour ça que s'il y a un message que je donne systématiquement à mes étudiants et quand on intervient avec les partenaires industriels, c'est je veux qu'un étudiant qui est passé par mon cours, s'il oublie tout dans mon cours, c'est pas grave, je veux juste qu'il y ait une chose qu'il n'oublie pas, c'est qu'il soit capable d'identifier quand, dans sa métier plus tard, il tombera sur une problématique qui est une problématique qu'on peut traiter par des outils mathématiques, penser au fait qu'on peut la traiter par un outil mathématique et venir voir des gens qui savent le faire. Et ça, finalement, je pense que c'est peut-être le frein principal à l'innovation dans les entreprises et partout, c'est qu'il y a des sujets, mais on manque de gens qui sont plus des gens qui soient des cadres et qui ont plutôt côté business, qui soient capables d'identifier que oui, là-dessus, on peut mettre de la science. Et une fois que vous savez pointer ça, 85, 90, 95% du temps, finalement, derrière, vous n'avez pas besoin d'un chercheur à la pointe pour arriver à vous le faire, parce que c'est un étudiant bien formé. Une fois qu'on a identifié le problème, il saura vous le modéliser et le faire. Ensuite, après, il y a des problématiques qui sont plus dures. Et donc, c'est là qu'avoir un partenariat avec des chercheurs dans le temps long devient utile, parce que finalement, un chercheur, c'est long à former, ça prend 15 ans. Quand vous avez un chercheur qui a un partenariat dans le temps long avec vous, on connaît vos problématiques. Et on les connaît sur longtemps. Donc, on est un petit peu la mémoire de vos algorithmes. Et on sait ce qui tourne, on connaît vos nouvelles problématiques. Et donc, c'est là qu'on peut aller vers la deuxième forme d'innovation qui va être un peu plus du techno-push, où on voit que vous avez cette problématique depuis 15 ans. Et si ça fait 10 ans, 15 ans, c'est-à-dire qu'une entreprise a des difficultés sur un sujet scientifique, c'est que la question est passionnante. Ça, c'est vraiment le retour du chercheur. Moi, j'aime rien tant qu'un problème sur lequel une entreprise a bloqué pendant des années, parce que ça veut dire que la question fondamentale qui est dessous est absolument passionnante. Et on passe des années dessus. Et là-dessus, un petit clin d'œil à Aimé Frédéric et Jean-François qui m'ont amené une question absolument passionnante sur la logistique retour de leurs emballages, sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment. Je fais un peu d'espace de Iber à Noé reproduisant. Ça ne vous parle pas beaucoup, mais quand je vous dis que c'est pour envoyer 30 types d'emballages différents de 50 usines vers 2500 fournisseurs sur toute l'Europe, ça vous parle peut-être un peu plus, et de construire les routes camions pour le faire. Et donc, c'est là que finalement, c'est un gros avantage. C'est que ces questions,
difficiles qui viennent chez vous. Et puis, on a celle de Renault, on a celle d'Air France, on a celle de Michelin, on a celle de Louis Vuitton. Finalement, d'un point de vue mathématique, elles ne sont pas si différentes. Et lorsque finalement, la créativité pour de l'innovation de long terme, de l'innovation de rupture, c'est de mettre en regard finalement l'ensemble des théories que vous connaissez, donc les côtés mathématiques, les espaces de Hilbert à noyaux reproduisants dont je parlais tout à l'heure, et les problématiques concrètes, industrielles, la bibliothèque de problèmes que vous vous êtes posés. Et donc finalement, l'avantage quand on a des partenariats de long terme, c'est qu'on connaît vos problèmes. Et donc quand dans une conférence sur quelque chose d'un peu technique, on voit une idée qui émerge, on se dit « Ah tiens, ça, chez eux, ça pourra être utile ». Et finalement, c'est ça, un des côtés recherche et côté innovation, un des autres outils de temps long, c'est qu'on connaît vos problèmes. Donc finalement, s'il y a une nouvelle problématique qui émerge, vous pouvez nous poser la question, on comprend un peu plus vite. Et 95% du temps, on peut dire oui, ça, on sait déjà faire. 5% du temps, on se dit on ne sait pas encore faire. Mais par contre, peut-être que dans 2-3 ans, quand de nouvelles idées émergeront, alors on pensera à l'appliquer chez vous et c'est là qu'il y aura une innovation de rupture. Alors, quand on parle des effets, justement, du côté des partenaires, est-ce qu'on peut tirer des premiers bilans de votre participation à la chaire vous le disiez tout à l'heure, du côté de Renault, il y a des résultats immédiats, il y a des problématiques immédiates qui peuvent être solutionnées. Alors, il y a des problématiques qui ont été résolues et qui ont trouvé des applications, encore une fois, sur le remplissage là, de nos transports. Donc ça, c'est très bien. Et il y a des problématiques qui restent encore au four. C'est vrai qu'en préparant ces échanges, vous nous parliez de résultats concrets, justement, de gains financiers. Oui, ce sont des gains importants sur l'optimisation de nos transports vers nos usines ou en retour de nos usines sur des emballages vides. Donc ça, c'est tout à fait concret et c'est appliqué maintenant au jour le jour par les techniciens qui gèrent ça. Voilà, donc ce qui est positif, c'est qu'on n'a jamais un refus face à un problème. Donc c'est toujours. Il y a toujours une volonté de trouver une solution. Voilà, on retrouve le génie français là. Mais sur les effets, ils dépassent les simples résultats concrets. Vous disiez qu'il y a aussi les effets de cette chaire, c'est aussi la communication qui a pu s'instaurer entre les différents partenaires. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette communication et effectivement, il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être, ou de résultats qui peuvent être appliqués dans une entreprise et transposés dans une autre. C'est ça aussi l'intérêt. Ce qui est important, ce que disait Axel, c'est finalement comment aussi on arrive à identifier les problèmes qui pourraient être résolus par la chaire ou par des étudiants et c'est de pouvoir aussi avoir dans l'entreprise les ressources, les personnes qui sont capables d'identifier ça. Ensuite, je pense qu'on a intérêt et de plus en plus, on va travailler dans des écosystèmes finalement où on arrive à résoudre un certain nombre de problèmes avec la chaire, on résout d'autres problèmes avec d'autres partenaires qui travaillent sur la data. Pour nous, c'est le cas avec Google, par exemple, où il y a un certain nombre de sujets, d'optimisation, de management de la documentation qu'on arrive à résoudre avec Google. Et je pense qu'à un moment donné, c'est aussi les interactions et quand on arrivera à multiplier ces échanges au sein d'écosystèmes, qu'on va pouvoir démultiplier la capacité à résoudre des sujets et à amener de l'optimisation. L'idée, c'est aussi d'être sur un mode collaboratif. Pour vous aussi. Oui, du coup, si je poursuis, oui, sur un mode collaboratif, Pierre Martin, son équipe m'a accueilli il y a 5 semaines à peu près, où du coup des échanges concrets entre les personnes qui gèrent la supply de mon équipe, de ton équipe, sur des sujets identifiés à l'avance. Ce qui l'intéressait, par exemple, côté Vuitton, c'est comment on gère les cycles de vie. Bah oui, beaucoup de nouveaux produits, d'obsolescence à gérer, etc. Du coup, qui étaient peut-être des sujets maintenant de préoccupation chez Michelin. Et à contrario, nous, très intéressés du coup sur la gestion du transport maritime notamment. Et du coup, quelles étaient les organisations? Donc, je pense, oui, des échanges, des benchmarks. Enfin, voilà, ça, c'est clé aussi dans les échanges qu'on peut avoir entre nous. Oui, Pierre Martin, je pense que les aspects aussi d'innovation, d'intelligence, aujourd'hui, vous mobilisent pleinement aussi sur l'aspect recherche. Tout à fait. Donc, nous, on cherche à faire une percée sur le machine learning, intelligence artificielle,
au service de la supply chain, les prévisions, mais aussi l'optimisation de l'ensemble de la supply chain. Et là-dessus, comme le mentionnait Axel, on a eu un postdoc qui a travaillé le sujet en partenariat avec les autres entreprises. Et derrière, il y a des résultats concrets. On a réussi à améliorer la qualité de nos prévisions de l'ordre de 10 à 20 points selon les régions. Et ça a un impact financier très clair. Ensuite, l'innovation, c'est aussi... l'innovation est issue de la discussion qu'on peut avoir au fil de l'eau avec les différents partenaires. Quand on va voir, par exemple, on visite un entrepôt Cdiscount, forcément, quand on est dans le monde plus traditionnel du pneumatique, toutes mes équipes avaient les yeux qui brillaient. Ensuite, il faut avoir le portefeuille qui va avec pour financer tout ça. Mais donc, l'innovation, elle naît aussi de la confrontation de différents métiers, différents écosystèmes. Et c'est la richesse aussi de cette chaire, c'est d'avoir des profils quand même assez différents. Et finalement, on se trouve beaucoup de similitudes avec un sac Vuitton et un pneu Michelin. Bon, on est un peu tous les deux dans le luxe, mais on est beaucoup plus abordable. Donc, pour vos cadeaux de Noël, je vous conseille plutôt le pneu Michelin. Bon, on l'a vu en introduction, le concept de la supply chain évolue depuis 3 décennies. On va terminer avec ces échanges avec ce thème. Quel visage donner à la supply chain du futur? Peut-être on peut commencer à énumérer aussi les enjeux, les défis, les nouveaux paramètres à intégrer. Vous parliez de modélisation, par exemple, Axel, il y a des contraintes nouvelles qui viennent au quotidien faire bouger les lignes des supply chains existantes. Et donc, il y a en effet un sujet d'anticipation. Il faut se projeter dans cette fameuse supply chain du futur. Et donc, je commencerai de nouveau par toi, Fabrice, pour peut-être nous aider à comprendre comment concrètement, au travers des activités de la chaire et également au travers des activités au sein du département de l'école, comment on arrive à anticiper et à aider justement nos partenaires entreprises à mieux se préparer pour cette supply chain du futur et les nouveaux modèles qui y sont associés. Oui, alors ça fait partie d'un exercice qu'on a déjà fait, qu'on avait fait juste avant le Covid et qu'on a refait récemment, qui est un exercice de prospective. Donc la prospective, c'est un exercice qui est assez formalisé avec des méthodes, etc., où on essaye de se projeter, on projette des scénarios en fonction de variables qui évoluent. Donc on a fait cet exercice qui est alors lui forcément un peu déconnecté du quotidien par construction, et on se projette dans des scénarios, et en fonction des scénarios, on se dit la supply chain, qu'est-ce qu'il faudra qu'elle réussisse à faire dans tel scénario ou tel scénario. Donc, des scénarios très locaux de repli sur soi, des scénarios où c'est les villes qui vont prendre de l'importance ou d'autres scénarios. Et on se dit quels vont être les impacts sur la supply chain. Donc ça, c'est quelque chose effectivement de très long terme. Et c'est des exercices que les industriels apprécient aussi parce qu'on les met en face d'étudiants. Donc, des étudiants certes un peu naïfs, mais pas les plus idiots du monde quand même, et qui, eux, ont quelques réflexes de la nouvelle génération. Et le dernier exercice qu'on a fait, d'ailleurs, il a été extrêmement apprécié. Autour de l'économie circulaire. Voilà, sur l'économie circulaire et le fait de mélanger, d'avoir des jeunes et de se projeter, c'était extrêmement intéressant. Alors, après, peut-être à plus moyen terme, ce qu'on fait aussi de manière systématique, et on l'a encore fait il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on se dit entre nous, on se dit, c'est quoi la liste des sujets qui vont nous arriver, sur lesquels il faut qu'on se penche, qu'on fasse un exercice particulier, on les priorise. Et par exemple, le dernier qui est sorti, qui était d'ailleurs une demande de Michelin, mais où tout le monde a dit, mais oui, il faut qu'on regarde ça vraiment, c'est jusqu'à quel point la supply chain dans les années futures va pouvoir s'automatiser. Donc, on sait qu'il y a de l'intelligence artificielle qui est utilisée aujourd'hui pour faire de la prévision de vente, très bien, mais pas encore complètement pour… Alors, Michelin a fait quelques expériences pour détecter des ruptures de manière automatique, c'est-à-dire on regarde les données, on se dit là, par rapport à ce que j'ai vu dans le passé, il va se passer quelque chose dans 15 jours, et il y a une partie du flux qui va être gérée de manière automatique, etc. Donc, on n'en est pas là aujourd'hui complètement, mais est-ce qu'on en sera là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Jamais. C'est pas une question de science-fiction, parce que ça veut dire un impact sur, évidemment,
les people, comment former les gens, voilà, comment les orienter sur les organisations, sur les systèmes d'information. Et donc, c'est un exercice qu'on va faire là, dans les prochains séminaires ou écoles d'été. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Mais on est vraiment, voilà, il y a des sujets sur lesquels on se met en anticipation. Donc, supply chain du futur, supply chain autonome. Voilà. Non, mais on n'a pas la réponse à cette question. Et honnêtement, les avis sont partagés. Okay. Voilà, on sait que dans le passé, il y a eu quelques bulles et voilà, des choses qui ne se sont jamais passées en réalité. Et peut-être ça sera le cas aussi. Mais ça mérite de se pencher dessus. Côté recherche, Axel, supply chain du futur, ça évoque quoi pour vous? Ça évoque agilité, résilience, durabilité, pour reprendre ce que disait Anne tout à l'heure. Mais finalement, c'est exactement le type de problématique qu'on se pose côté recherche et on les reformule un petit peu mathématiquement parce que c'est notre métier. Mais finalement, ce qu'on veut savoir, nous, c'est aujourd'hui, il y a une problématique, il y a le fait que vous avez beaucoup plus de données. Et il y a quelque chose qui est absolument fondamental, d'ailleurs, que les gens commencent à faire, c'est on commence à avoir des ontologies, c'est juste des gros mots pour dire vous avez plein de bases de données séparées. Et arriver à faire parler ces bases de données. Ça, ce n'est pas les chercheurs en maths qui le font, c'est d'autres entreprises. Mais une fois que vous avez ça, vous êtes capable de faire parler les différents services, etc. Et donc, c'est là qu'une fois qu'on a ça, on peut construire les différents scénarios. On pourrait presque parler d'un jumeau numérique de l'entreprise et de ses flux à l'intérieur. Et une fois, donc, d'un point de vue mathématique, on parle de modèle stochastique, mais c'est vraiment un jumeau numérique où vous avez les différents scénarios possibles et la capacité de faire des calculs dessus. Et ensuite, vous allez chercher à optimiser. Et optimiser à 3 niveaux. À optimiser à un niveau stratégique. Où est-ce que je mets mes entrepôts? Quelle route j'ouvre, etc. Optimiser à un niveau tactique, c'est-à-dire une semaine avant, quelques jours avant, commencer à préparer les flux. Et ensuite, et c'est là qu'il y a l'agilité qui vient, optimiser à un niveau opérationnel, c'est-à-dire être capable de réagir en temps réel sur l'optimisation des opérations. Et pour faire ça, on a besoin, c'est finalement ce triple niveau qui fait qu'on va pouvoir arriver à construire de la résilience. Parce que pour être capable de construire de la résilience, finalement, on a besoin d'être capable de réagir vite, ce qui veut dire comprendre très vite les données et avoir des algorithmes qui réoptimisent en temps réel. Mais ensuite, on a besoin d'avoir construit une architecture tactique et stratégique qui permettent de réagir vite. Parce que si vous avez identifié qu'il y a quelque chose à faire, mais que les flux que vous avez construits ne sont pas adaptables, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, pour ça, je dirais qu'on a vraiment besoin à la fois de développer la compréhension des flux, donc c'est l'aspect statistique, machine learning, comprendre les données, et l'optimisation avec des algorithmes qui peuvent fonctionner sur ces 3 niveaux. Les gros thèmes qui émergent dans le futur proche, c'est l'intelligence artificielle, l'intégration de nouvelles technologies, c'est le partage des données, l'amplification des menaces aussi, c'est cette incertitude qu'il faut gérer, la pénurie, on en a parlé, et également la transformation verte avec une véritable décarbonation. Ça, ce sont des enjeux, mais on va faire un petit tour de table pour clore cette 3e partie sur ce que serait pour vous la supply chain du futur. On commence par qui? Jean-François. Je suis très content de ce qu'a dit Axel parce qu'effectivement, je pense et on aura beaucoup de travail, je pense. Ce qu'on essaie de mettre en place, effectivement, c'est un digital twin, un jumeau numérique qui nous permette de pouvoir effectivement optimiser nos activités de supply à partir de l'exploitation de toute la donnée qu'on peut avoir de manière dynamique, qu'on peut utiliser de manière dynamique. Je mettrai trois exemples ou 3 enjeux par rapport à ça. Le premier, c'est autour de l'optimisation du business. Finalement, on l'a dit un petit peu au début, la supply est un levier, un acteur majeur pour l'optimisation et le développement de la valeur dans l'entreprise. Par exemple, aujourd'hui, vous avez dans l'industrie automobile et en Europe, sur le marché européen, je dirais hors situation de crise composant aujourd'hui, le délai pour obtenir un véhicule se chiffre en semaines. C'est quelque chose qui est très long. Et c'est une anomalie par rapport à la disponibilité des produits qu'on peut avoir au travers de Cdiscount. Je vais prendre Cdiscount, pas Amazon. Vous avez la disponibilité du produit qui est quasi immédiate. Donc, le produit automobile est un peu atypique par rapport à ça. Un des sujets sur lequel on travaille, c'est comment finalement un client peut commander, obtenir ce véhicule en moins d'1 semaine. Donc ça, c'est un axe majeur. On a commencé à le faire. On le propose sur des produits comme Duster
ou comme Capture en Espagne. Et pour mettre en œuvre cette offre-là, ça fait appel à une optimisation de la supply et pour aller plus loin, à une optimisation sur des outils de prévision et de replenishment de stock qui sont assez sophistiqués. Donc ça, c'est la brique technique. Mais derrière, ça amène quoi? Ça amène non seulement un gain sur les délais, mais surtout de la valeur pour l'entreprise qui peut pricer ces offres de manière très différente avec un avantage concurrentiel. Et c'est là où la supply, sur un exemple comme ça, apporte à l'entreprise de la valeur. Si la supply arrive à faire travailler les acteurs du commerce, le marketing, les acteurs industriels, les acteurs achats, etc. Donc, c'est cet axe-là qu'on peut développer demain sur la partie S&OP. Le deuxième axe, c'est finalement comment on va pouvoir mieux maîtriser toutes les chaînes d'approvisionnement. On passe d'une économie, d'une société de l'opulence, de la disponibilité des ressources à une société où de plus en plus on va gérer la ressource. On va devoir gérer la ressource et sa disponibilité. On le voit déjà sur un certain nombre de matières qui étaient en situation d'équilibre ou juste de déséquilibre en termes d'offres et demande. C'est le cas des composants, c'était le cas du plastique, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y a eu de très fortes tensions sur la disponibilité de matières plastiques pendant un moment. On le voit sur les batteries, et c'est un enjeu important pour l'industrie automobile, avec la disponibilité de cobalt, de lithium voilà, et de nickel. Donc ça, c'est un changement radical qui veut dire qu'il faut qu'on se prépare à gérer et à mieux maîtriser les chaînes d'approvisionnement vraiment dans toute la profondeur d'approvisionnement. Et pour ça, ça veut dire qu'il faudra mieux communiquer, échanger l'information entre les acteurs. Ça nécessite beaucoup plus de collaboratif entre les différents acteurs des supply chains. Et c'est un changement, là aussi, de mindset et de paradigme. Soit on reste, on a discuté avec un peu plus tôt, soit on reste dans une logique de confrontation. On peut aller au fight, d'accord, mais avec beaucoup de dépenses de ressources, d'énergie et de déperdition à la fin. Soit on va dans un dispositif un peu plus collaboratif d'échange d'informations sur la prévision de la part de nous, déjà, des OIM, et partage de données. Voilà. Et affiner la traçabilité aussi. Affiner la traçabilité et puis derrière, mieux prévoir les risques, partager l'information sur la disponibilité ou pas de la matière, des produits semi-finis, etc., des risques associés aux chaînes logistiques, au transport, et faire du risk sensing pour pouvoir anticiper les coûts et les prévenir. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et je termine sur le dernier, qui est sur effectivement la partie environnement et CO2, où là, le défi, il est colossal. Il est colossal pour tous, parce qu'aujourd'hui, finalement, le coût du CO2 sur la logistique, il est zéro. Il n'est pas taxé, mais il va l'être. Et l'autre raison, c'est qu'il n'y a aucun moyen technique, aujourd'hui dans le transport, qui permet de répondre aux défis de 2030 ou 2050. Il n'y a pas de camion à hydrogène à l'échelle ou de camions électriques à l'échelle qui nous permettent de transporter nos matières. Donc, faire zéro émission dans le transport qui, par définition, consomme de l'énergie, c'est un enjeu colossal. Quelle est la solution? Moi, je n'ai pas la solution. Simplement, je me dis que si on y va à plusieurs, on a plus de chances d'y arriver. Et ce n'est pas seulement les industriels, c'est l'écosystème complet qui doit faire appel à l'intelligence des nouvelles générations, qui doit faire appel au pouvoir public, qui ont, je pense, un rôle et une responsabilité importante par rapport à ça, et à l'organiser de manière structurée. Je vais laisser réagir mes collègues, sinon je vais parler tout le temps. Ne peut être que collaborative. Anne, pour vous, la supply chain du futur? Je ne vais pas répéter du coup ce que tu as signifié, mais je dirais la supply chain gardera toujours une place et prendra une place de plus en plus prépondérante au sein des entreprises en tant que valeur ajoutée à amener, mais aussi garant de l'expérience client.
Je pense que c'est très important aussi de voir la valeur qui peut être amenée par la supply vis-à-vis de ça, que ça soit dans l'expérience client de livraison, mais aussi dans l'image en fait qu'on donne aux clients par rapport à tous ces sujets environnementaux. Supply chain du futur aussi, forcément orienté data. Mais je réinsiste en fait sur le côté humain. On peut avoir tendance quand on regarde de loin, machine learning, intelligence artificielle, à se dire c'est l'un au détriment de l'autre. Non, c'est l'un au service de l'autre. Et du coup, ça ne marchera pas l'un sans l'autre. Et du coup, ça, je pense que c'est clé aussi pour gagner en valeur ajoutée dans le futur. Les enjeux, je pense, qu'on a du mal encore à traquer où on compte sur la chair, c'est vraiment le sujet de la dernière rencontre sur économie circulaire, etc. Et je te rejoins tout à fait sur aussi le rôle qu'on a à l'écosystème, mais aussi les services publics là-dessus. L'agilité, le networking. Oui, le networking aussi, tout à fait. Comment on maîtrise aussi, on gère des flux de plus en plus complexes. Je disais dans mon introduction que supply chain, finalement, j'ai changé, moi, c'est supply network, parce que ça marque bien aussi la complexité des flux qu'on doit gérer, tout en garantissant les lead time auprès de nos clients. Pierre-Martin Huet, la supply chain du futur pour vous? Donc, la supply chain d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est vraiment le système nerveux de l'entreprise. Et en tant que système nerveux et peut-être quelque part aussi cerveau de l'entreprise, je pense qu'on a un rôle essentiel dans la supply chain du futur pour être le fer de lance de la transformation de l'entreprise vers une économie durable. Et Jean-François et Anne l'ont mentionné, quand on parle d'économie circulaire, en fait, c'est d'abord, avant tout, construire des supply chains qui permettent cette économie circulaire. Et là, le défi est majeur et on aura vraiment besoin de l'aide de la chaire des ponts pour y arriver. L'écosystème aussi essentiel pour arriver vers ces économies circulaires qui permettent à chaque entreprise de s'appuyer sur un certain nombre de partenaires pour pouvoir livrer les produits et services aux clients de manière durable. Donc, la supply chain du futur, s'il faut garder une image en tête, c'est bien celle-ci, c'est le fer de lance de la transformation de l'entreprise vers l'économie durable. Merci à tous pour ces idées que vous avez su émettre là dernièrement et puis d'avoir balayé rapidement ces trois thématiques. C'est complexe, c'est mouvant, c'est dense. On garde quelques minutes pour échanger éventuellement avec vous qui êtes présents aujourd'hui à nos côtés. Si vous avez envie d'interpeller, d'agir, d'interagir, est-ce que quelqu'un souhaiterait peut-être s'exprimer sur le sujet? Je rebondirai aussi sur cette conclusion qui est celle partagée par l'ensemble de nos intervenants sur le côté collaboratif d'écosystème. Cet écosystème, il est là ce matin à la Maison des Ponts, puisque effectivement dans l'audience, nous avons différents représentants, aussi bien associations privées, institutionnelles et les entreprises avec des fonctions autour de la supply chain, des décideurs de la supply chain et des opérations, pardon. Et donc effectivement, cette notion d'écosystème, merci à tous de l'avoir déjà vécu par cette matinale. Donc n'hésitez pas à interagir, à rebondir sur ce qui a été dit ou même à poser des questions. Peut-être sur la supply chain du futur. Bonjour, je suis Anne-Marie Drac. Je ne suis pas ingénieur des ponts, mais dans un lointain passé, certains des grands anciens de Sophie ont travaillé ensemble, toutes les deux, à ce moment-là, m'avaient nommé ingénieur des ponts d'honneur. Voilà. Mais ce n'est pas à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui. C'est en tant que présidente de France Logistique et je suis accompagnée de Constance Maréchal-Dereux, notre directrice générale. Je voudrais vous demander quels sont les vecteurs, quels sont les sujets, les problématiques sur lesquels il vous semble devoir travailler concernant ce que vous avez tous dit et ce que nous partageons tous, je pense ici, l'impératif environnemental. Donc, j'ai entendu le sujet du remplissage. Donc, vous avez parlé du remplissage des moyens de transport. Il y a aussi le remplissage de tous les lieux, finalement. Et dans le cas des outils logistiques des entrepôts. Vous avez indiqué à juste titre qu'en ce qui concerne les moteurs, bon, ce n'est pas demain la veille,
Peut-être que Renault Trucks pourrait s'en occuper. Je connais bien l'actionnariat de Renault Trucks, mais c'est une manière de dire que c'est vrai qu'il y a sans doute de la recherche à faire et à accélérer sur des motorisations qui puissent marcher avant 2040, hein, en tout cas pas trop tard après 2030. Voilà, sur quel sujet, sur quel problème pouvez-vous dessiner ce qui va tous nous aider à avancer dans ce sens? Fabrice Bonneau. Enfin, il y a peut-être on a parlé de collaboration, il y a peut-être un sujet, je trouve, qui sort un peu du cadre de l'entreprise, parce qu'effectivement, dans l'entreprise, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans cette direction-là. Au niveau macro-entreprise, je raconte une anecdote cet été, on croise un camion complètement vide, un convoi exceptionnel, et mon fils me dit « Que fout ce camion vide sur l'autoroute ?» Il a 15 ans. Il me dit « Le blablacar de la logistique n'existe pas ». Je dis « Non, le blablacar de la logistique n'existe pas ». Donc, qu'est-ce que ça signifie ça aujourd'hui? C'est que si on veut monter d'un cran sur ce sujet de transport, je pense que le remplissage à l'échelle d'une entreprise, il est vraiment beaucoup travaillé. À un moment donné, il faut que les données soient partagées, il faut que les flux soient partagés, il faut qu'on ait, pas le blablacar de la logistique, mais quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a une fonction supply chain qui soit un peu au-dessus des autres. Mais ça, l'impact, enfin, les conditions de réussite sont quand même difficiles, parce que ça veut dire qu'il faut partager les données, qu'il faut, etc. Mais on peut y arriver peut-être d'abord par des filières, par des secteurs, on peut y arriver par de la collaboration. Mais aujourd'hui, il y a cette dimension-là. Le transport, il est déjà beaucoup optimisé localement, si on parle du transport. Il y a évidemment les sujets de motorisation sur lesquels je ne reviendrai pas, mais si on veut monter d'un cran, il va falloir plus partager les ressources. Moi, c'est… Voilà, je ne sais pas si vous… Et alors, oui, juste un dernier mot, je ne vais pas monopoliser la parole, mais moi, il me semble que réfléchir à la façon dont le problème se pose, je veux dire le problème du partage des données, c'est extrêmement important parce que tout le monde se gargarise cette histoire de partage des données. Bon. La réalité, c'est que leur disponibilité n'est pas assurée, la volonté de les partager, encore moins, bon, les protocoles. Donc, personnellement, je ressens un très fort besoin sur cette question de partage des données, qui, effectivement, comme à vous, me paraît essentielle, de travailler à comment se pose le problème en termes techniques, mais aussi en termes d'organisation, de concurrence, de protocoles divers et variés, de conditions de création de la confiance et ce genre de choses. Voilà, c'était une suggestion de travaux et je ne sais pas si ça peut intéresser les financeurs de la chaire. Vous n'avez pas de clients, par exemple, collectivités locales, qui réfléchiraient à ces architectures, enfin, clients de partenaires, pardon, non? Parce que ça serait quand même vachement intéressant. C'est comme vous venez de le dire, on a besoin à un certain moment voilà, d'architecture un peu au-dessus. Voilà. On a peu et sans doute insuffisamment d'interactions, notamment avec les collectivités locales. Il y a un certain nombre d'appels à manifestation d'intérêt qui sont engagés aujourd'hui autour des réflexions sur la ville durable. Et je pense qu'effectivement, la question qui est posée de l'architecture urbaine, de la localisation des entrepôts pour le dégroupage et les derniers kilomètres, elle est évidemment au cœur des préoccupations des collectivités locales. Non, pas seulement, mais on a aussi cet aspect-là. Dans la loi énergie climat, pour la première fois, le fait que les lieux de les warehouses, les lieux d'entreposage, associés d'ailleurs ou pas aux usines, doivent être inscrits dans les documents d'urbanisme. Bon. Et maintenant, les collectivités et les services de l'État et les opérateurs sont un peu comme un poisson devant une pomme parce que on n'a pas les données. On n'a pas le dessin là de Pierre Martin qui montrerait sur je sais pas quoi moi. Oui, au niveau de la ville. Oui, mais au niveau par exemple je sais pas quoi moi de toute la dorsale qui va du nord au sud de la France. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Bon, pardon d'avoir été un petit peu trop intrusive. On voit qu'il y a des richesses à travailler ensemble entre deux départements qui sont IMI et GI, hein, donc génie industriel, ingénierie mathématique, informatique. Je pense qu'il y aura beaucoup d'intérêt aussi, ça a démarré, à faire travailler ensemble les départements qui s'occupent des questions de ville, d'environnement et de transport avec des départements comme IMI, ça a démarré. Et je pense que l'exemple de cette chaire, il est particulièrement intéressant
dans la richesse qu'il apporte sur ces questions, et peut-être qu'il y a des sujets que ça peut prolonger, appel à l'intérêt des collectivités et puis des industriels pour soutenir ce type de réflexion. On va relayer une question qui nous est posée sur le net. Au niveau opérationnel, des initiatives de Blablacar commencent à exister comme Magic Palette, par exemple. Question, au-delà de parler de remplissage, n'envisage-t-on pas simplement de réduire la quantité de transport? Les coûts du transport maritime actuel pourraient être un bon incitatif. Pierre-Martin Huet. Effectivement, moi, c'est ma conviction et mon combat de tous les jours, c'est que pour aller vers cette supply chain durable, il faut d'abord transporter moins. Il faut d'abord réduire les flux. Et finalement, je parlais d'opportunités dans la crise, le fait que le transport maritime arrive à des coûts qui nous semblent prohibitifs et dont on se plaignait avec Jean-François ce matin, en fait, c'est peut-être une chance. C'est peut-être une chance qu'on est en train de payer au juste prix les externalités négatives liées et quelque part l'aberration de tout transporter partout dans le monde. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, changer de mindset, d'état d'esprit, se challenger, penser autrement aussi. C'est ça. Et ça nous fait réfléchir. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant qu'industriel, et d'une industrie assez lourde, un capex intensive, c'est des cycles. Déménager une usine, ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est là où on a besoin, et on travaille avec la chaire des ponts, pour se projeter en se disant quel est le design futur de la supply chain qui sera résilient et qui pourra résister à plusieurs types de scénarios dont on ignore tout aujourd'hui. Mais transporter moins, c'est d'abord et avant tout la clé de la performance supply chain sur l'ensemble des axes. Ça fait partie des nouveaux paramètres à intégrer et à modéliser. Ça fait partie du sujet du postdoc, d'une certaine manière. Et vous remarquerez l'audace d'un groupe qui vend énormément de produits au monde du poids lourd, de dire qu'il faut transporter moins. D'autres interventions? Alors, je me déplace. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, Frédéric Lino du groupe Safran. J'ai une petite question qui résume peut-être un peu ce que j'ai compris de cette matinée. Donc, la supply chain doit être, on va dire, digitale, au sens large du terme, environnementale et collaborative. Donc, il se trouve que faut qu'on soit tous assez transparents les uns avec les autres. La supply chain n'est pas décisionnaire de l'entreprise. Elle ne décide pas toute seule. Donc, ma première question, c'est est-ce que vous aussi, j'ai compris que du côté de Michelin, c'était le cas, cette transformation, c'est une transformation surtout de l'entreprise que relaie la supply chain. Bon. Donc, est-ce que vos CEO sont bien en phase, sont bien alignés avec cette pensée intelligente et future, hein? Et deux, qu'en pensent vos directions partenaires, notamment la fonction achat? Alors, je connais bien le monde d'automobile parce que j'en viens. Et donc, j'imagine qu'à la fois Renault et Michelin, un certain nombre de thèmes qu'on vient d'aborder sont pas forcément complètement en phase avec une fonction achat centrée sur les coûts. Donc, ça veut dire qu'il faut que les objectifs de la fonction achat soient bien en phase avec ce qu'on est en train de se dire et que la décision d'un sourcing, quel qu'il soit soit pas forcément centrée purement sur de la compétition ou des coûts. Alors, je répondrai rapidement. Donc, sur le premier point, vous l'aurez compris, j'ai la chance d'être dans un groupe où, à commencer par notre patron, il y a une conviction que la supply chain est clé dans le pilotage de la performance. Ensuite, ce que vous dites est vrai, la supply chain n'est pas décisionnaire. Moi, j'aime à dire que la supply chain est un facilitateur de décision. Mais ensuite, c'est effectivement le COMEX, le patron d'entité qui prend la décision. Sur le deuxième point, avec les achats, je pense que la situation évolue assez vite et notamment liée d'une part au coût du transport et d'autre part à l'intégration de l'impact CO2 que peuvent avoir des sourcings lointains. Et on a aujourd'hui chez Michelin des discussions très constructives avec la direction des achats sur du resourcing ou l'évolution d'un footprint fournisseur qui historiquement était purement drivé sur des coûts, donc très orienté pays low cost, et qui va évoluer pour les raisons de CO2, pour les raisons de coût du transport maritime, mais aussi pour les questions de résilience, parce qu'on se rend bien compte que quand on a des fournisseurs quand on a par exemple que des fournisseurs en Chine, que la Chine se ferme à cause du Covid, vous arrêtez l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, je pense qu'on est sur un sujet qui est en évolution rapide et bénéfique.
Je complète juste du coup. Donc je reviens pas. Enfin moi aussi j'ai la chance d'être dans une entreprise où du coup la supply est, je dirais, estimée à sa juste valeur par rapport aux décisions que prend notre patron. Je dirais que par rapport aux achats, en fait, la supply aussi a cette force de pas chercher à optimiser un sous-système. La supply, elle est là pour aller optimiser en fait le global. Et du coup, prendre en compte, tu disais, quand tout est fait en Chine, il y a une question de résilience, mais il y a aussi une question d'agilité, de lead time. On le voit, les transports, les prix augmentent, mais c'est aussi les lead time derrière et du coup, tout ce qu'on peut faire pour répondre à notre client. Et je dirais, on a cette capacité justement à être neutre face à ça et à présenter cette vision d'ensemble et quelque part, quelles sont les conséquences en fait des choix qui sont faits. Et quand on parle aussi de plus en plus de supply chain responsable d'un point de vue écologique, là aussi, par rapport aux produits qu'on va chercher à vendre jusqu'au dernier, par rapport aux produits qu'on ne va pas transporter pour rien, qu'on va être sûr de transporter au bon endroit, et tout simplement par rapport aux produits qu'on va chercher à ne pas produire parce qu'on réduit nos couvertures de stock. Voilà, la vie de la supply et sa valeur ajoutée est essentielle. On va clore cette matinale avec une toute dernière remarque, question, réaction. Bonjour, de la même manière qu'il faut bien poser les problèmes, n'est-il pas aussi nécessaire de bien émettre les besoins des opérations, non pas en fonction des contraintes productivité, CO2, coûts, mais plus en termes de solutions intégrées, être plus proactif que réactif face aux nouveaux enjeux? Dans le micro, c'était une remarque, mais ça coule de source, on est d'accord. Oui, c'est bonne remarque. Ça recouvre l'ensemble des observations et des réactions qui ont été faites. Merci d'avoir participé à cette matinale. Merci de nous avoir suivis pour ceux qui étaient avec nous via Internet. Et on se retrouve très vite pour une prochaine matinale des ponts. Le programme sera annoncé sur le site. Vous avez l'habitude. Merci.